Monsieur le Président de la Rada, Mesdames et Messieurs les sénateurs, mes chers collègues, Monsieur l'ambassadeur d'Ukraine en France, la guerre. Il y a un an, presque jour pour jour, mes chers collègues, ce mot terrible que l'on croyait banni du continent européen a résonné à nouveau en Europe. Il ne s'agit pas d'une guerre allégorique, de celle que l'on déclare de façon parfois galvaudée dans une situation d'adversité. Il s'agit bien d'une guerre réelle, d'une guerre d'agression dans toute sa brutalité. À vrai dire, la guerre n'était pas nouvelle en ce 24 février 2022. Votre peuple, Monsieur le Président de la Rada, connaît la guerre depuis 2014, depuis l'agression de la Russie et l'occupation d'une partie de l'Ukraine. 9 années déjà, même si ces derniers mois furent d'une intensité rarement égalée. Ce qui a changé, à partir du 24 février 2022, ce fut la mobilisation inédite des soutiens de l'Ukraine dans le monde, au sein de l'Union européenne et en France, depuis le sommet de l'État jusqu'aux simples citoyens, sans oublier nos collectivités territoriales. Car il faut le reconnaître avec lucidité, en 2014 et dans les années qui suivirent, à l'exception des Ukrainiens agressés et de quelques pays européens, nous n'avions pas pris collectivement vraiment la mesure de ce qui se produisait sur le sol de l'Ukraine et du danger représenté par l'impérialisme russe. Ce passé, fait d'irrésolution, est désormais derrière nous. Votre cause est devenue la nôtre, parce que nous savons que l'Union européenne ne sera pas en paix si la Russie était victorieuse en Ukraine. Nous n'avons qu'un objectif et un seul, que demain l'Ukraine soit libérée. La fermeté de l'engagement des pays vous soutenant, dont la France, fait ses preuves. La décision de livraison de chars AMX-10 RC par notre pays, comme celle des canons César, puis la décision de livraison de chars lourds par d'autres États, ont constitué un tournant supplémentaire dans la détermination collective à vous soutenir. Cet engagement est appelé à perdurer et à ne pas faiblir. Nous formons le vœu que la France, dans le cadre d'une aide militaire cohérente, concertée avec ses partenaires, continue d'apporter une contribution substantielle à votre système de défense pour mieux protéger les populations civiles et vos installations stratégiques et vous aider à résister et à reconquérir le territoire de l'Ukraine internationalement reconnu. Risque d'escalade, entend-on. Cette interrogation est légitime. Mais quelle est l'alternative laissée par la Russie? Ce n'est pas l'Ukraine qui nous contraint à livrer toujours plus de matériel, c'est la poursuite de l'agression et les exactions russes qui nous l'imposent. La France et l'Union européenne, à la différence de l'Ukraine, ne sont pas en guerre contre la Russie. Mais les autorités russes sont bel et bien désignées comme leur adversaire, et je cite, « l'Occident », c'est leur propre terme. Dans ces circonstances, l'Ukraine doit non seulement être en capacité de résister, mais aussi de prendre l'avantage stratégique. Nous devons l'y aider. Monsieur le Président, il y a 6 mois, en juillet 2022, vous m'avez accueilli ainsi qu'une délégation de sénateurs dans l'enceinte de la Rada
Et vous m'avez donné l'occasion de prononcer un discours en séance plénière devant tous les parlementaires. Peut-on se figurer un Parlement réuni régulièrement, mes chers collègues, sous la menace permanente des alertes à l'approche de missiles destructeurs? Tel est le quotidien de nos collègues parlementaires de la Rada. En résistant, les Ukrainiens démontrent que l'héroïsme n'est pas la vertu des causes désespérées. Je souhaite, mes chers collègues, qu'à cet instant nous nous levions pour rendre hommage au courage de nos collègues parlementaires de la Rada, à l'instar de tous les Ukrainiens, et que nous les applaudissions. Le 7 février, le Sénat débattra d'un projet de résolution en soutien à votre pays qui dépasse les clivages politiques et, je l'espère, recueillera les plus larges suffrages. Le projet de résolution ne se contente pas de répéter les résolutions précédentes. Il fait sien le plan de paix présenté par le président Zelensky lors du sommet du G20 le 15 novembre 2022. La souveraineté de l'Ukraine sur l'ensemble de son territoire n'est pas négociable. La Crimée ou le Donbass n'ont qu'une vocation, être ukrainiens. Surtout, le projet de résolution du Sénat insiste sur l'impératif de justice, afin que les criminels qui, au nom de la Russie, commettent des exactions et des crimes de guerre, qui persécutent, qui exécutent des civils, sachent qu'ils ne bénéficieront d'aucune impunité. Parce que l'impunité ouvre la voie aux plus grands crimes et à la manipulation de l'histoire. En témoigne la négation persistante par les autorités russes de ce qu'il conviendrait de reconnaître comme le génocide de l'Holodomor en 1932 et 1933. Monsieur le Président de la Rada ukrainienne, mes chers collègues sénateurs, le moment que nous partageons aujourd'hui est exceptionnel, sinon inédit. Si le président Zelensky s'est exprimé le 23 mars en visioconférence devant le Parlement français, jamais l'hémicycle du Sénat n'a accueilli le président du Parlement d'un pays en guerre. Et cela a fait même plus de 20 ans. C'était en 2003 qu'aucun président ou présidente d'une assemblée d'un pays étranger ne s'est exprimé à la tribune, ce qui sera votre cas dans quelques instants, Monsieur le Président. Seuls le président du Bundesrat allemand et la présidente du Parlement européen ont eu par le passé cette opportunité. C'est bien la dimension européenne qui est en ce moment conférée à cette tribune. C'est dire le degré d'amitié et de confiance que le Sénat témoigne à la Rada et à son président. Oui, vraiment, vive l'Ukraine, vive la République et vive la France. Monsieur le Président de la Rada d'Ukraine, je vous cède la parole. Cher Monsieur le Président, chers Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers amis, j'ai un honneur insigne de me retrouver aujourd'hui au Sénat de la République française et de m'adresser à vous avec des paroles venant de l'Ukraine en proie aux flammes. De cette haute tribune du Sénat,
parlerons aujourd'hui des millions d'Ukrainiens qui vivent une agression la plus insensée et la plus terrible depuis l'époque de la Seconde Guerre mondiale. J'ai très envie que vous puissiez entendre leur voix épuisée, malheureuse, mais invaincue. Dans ces voix, vous entendrez, Monsieur le Président, les voix que vous avez entendues à Boutcha et à Borodianka, qui étaient les premiers à recevoir l'ennemi à 20 km de Kiev et à l'arrêter. Je voudrais que vous entendiez les voix de Mariupol et d'Azovstal invaincus, d'Odessa, si proche des Français, la voix de Bakhmout et de Solidar, où nos militaires tiennent jusqu'au bout de leur vie parce qu'ils protègent leur terre. Parmi ces voix, vous entendrez ceux qui ont demandé de l'aide dans l'immeuble détruit par le missile russe dans la ville de Dnipro, où le 14 janvier ont péri 46 Ukrainiens et une centaine a été blessée. Je vous remercie encore une fois, cher Gérard, et la délégation que vous avez présidée, qui en juillet de l'année dernière s'est rendue en Ukraine et en est revenue, comme vous l'avez dit à l'époque, totalement transformée, différente. C'était un acte de courage de vrais amis. Votre discours inspiré au Parlement ukrainien a été entendu par toute l'Ukraine. Il a été discuté longtemps et de manière passionnée par les députés du Parlement, par les militaires au front et par tous ceux qui aident l'armée. Nous avons entendu l'esprit invaincu de la France, l'esprit des Parisiens libres qui, il y a 230 ans, sont allés à l'assaut de la Bastille. Oui. Aujourd'hui, nous, les Ukrainiens, nous prenons notre Bastille. Aujourd'hui est en train de se créer la grande nation ukrainienne qui, dans cette lutte épuisante, est en train de se battre pour sa liberté, pour sa voie de développement, pour son avenir. Je suis ravie aujourd'hui de constater que dans cette confrontation civilisationnelle, le peuple français est à nos côtés. Et je voudrais, à vous, ces représentants, exprimer toute ma reconnaissance. Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous vous êtes demandé pourquoi on nous tue. On nous tue uniquement parce que nous, tout comme vous, nous aimons notre terre. Nous respectons, tout comme vous, notre histoire millénaire. Nous chérissons, tout comme vous, notre propre langue. Vous êtes-vous demandé comment on nous tue? On nous tue de manière cynique par toutes les armes disponibles, les fusils balistiques, les drones kamikazes. On nous tue par le froid et par l'obscurité en détruisant les structures énergétiques critiques et les infrastructures. Vous êtes-vous demandé qui nous tue? Celui qui, sous couvert de l'opération militaire spéciale, a commencé cette invasion à grande échelle, celui qui rêve de restaurer l'Empire russe ou bien l'Union soviétique, celui qui fait fi du droit international et des normes de coexistence pacifique. Nous sommes tués sur son ordre par ceux qui, hier encore, nous juraient être nos frères. L'opération militaire spéciale en Ukraine, telle que l'agresseur l'avait qualifiée, n'est qu'une couverture cynique de l'invasion de l'Occident, qui ne pourrait être arrêtée qu'en remportant la victoire sur cet agresseur. Chers amis, déposer les armes n'est pas notre voie. Notre voie est de répondre et riposter à l'agresseur et défendre notre terre. L'Ukraine est devenue ce bouclier qui protège l'Europe et l'ensemble du monde civilisé. L'ennemi cruel
donne la mort et la destruction, produit des fakes, faisant reposer la culpabilité de ces crimes sur l'Occident collectif. Par conséquent, ne cédons pas à la désinformation de Moscou qui a des racines historiques profondes. Nous nous souvenons très bien tous des villages inexistants de Potemkin qui ont induit en erreur l'impératrice Catherine et 100 ans plus tard, le même procédé a été utilisé lorsqu'ils ont essayé de persuader le monde entier que les tragédies telles qu'Irpin et Boutcha n'existent pas, qu'il s'agit du théâtre, que ce sont des acteurs qui étaient en train de faire les images nécessaires. Je me souviens d'un autre cas très éloquent des années 30 du siècle dernier, lorsque Staline tuait les Ukrainiens par la famine. Le document d'archives parle de l'arrivée en Ukraine de célèbres hommes politiques français, Édouard Herriot, qui en Ukraine n'a pas vu de famine puisque son itinéraire avait été établi de telle manière pour qu'il ne voit que des villages et des kolkhozes prospères. Nous ne pouvons vaincre qu'ensemble, car l'envahisseur ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, mais continuera à promouvoir son monde russe. Et peu importe comment ça sera fait, militairement et idéologiquement, la bête se présente aujourd'hui comme agneau, mais aspire toujours à tuer et à s'emparer de nouveaux territoires. Par conséquent, chers amis, un grand penseur français, René Descartes, avait dit en son temps que nous devons appeler les choses par leur nom. Sinon, si on le fait, on pourra éviter la moitié des erreurs de l'humanité. Par conséquent, je m'adresse à vous en vous demandant d'appeler les choses par leur nom. Nous devons reconnaître la Fédération de Russie comme État terroriste. Et je demande le Sénat à soutenir cette décision. Ces décisions ont déjà été adoptées par le Parlement européen, par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et de l'OTAN, par le Parlement et le gouvernement d'autres pays. Je salue également votre solidarité dans la question de création d'un tribunal spécial afin de traduire devant la justice tous ceux qui ont commis et continuent à commettre des crimes de guerre. Car seule l'absence de l'impunité comme principe suprême de justice rendra impossible la répétition de ces crimes à l'avenir. Tant que la Russie n'arrête pas son agression et ne quitte pas le territoire ukrainien, elle n'a pas sa place ni aux côtés des pays de Grand 7, ni parmi les pays de G20, ni aux Jeux olympiques 2024 à Paris. Il est important de savoir qu'en prenant conscience des ampleurs de l'agression, la France a soutenu les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU quant au mécanisme de compensation des dommages causés à l'Ukraine. Je voudrais vous remercier une nouvelle fois pour votre leadership dans l'octroi des armes à l'Ukraine qui nous permet de nous défendre et par conséquent nous aidera à vaincre. Suivant votre exemple, beaucoup d'autres pays du monde nous aident et déjà nous obtiendrons bientôt des chars si nécessaire à l'Ukraine. Nous espérons sincèrement que la France sera la première à donner à l'Ukraine ces avions modernes, vos César, vos Crotale, vos systèmes LRU, vos chars légers AMX-10 RC ont déjà fait leurs preuves sur le champ de bataille et parmi les militaires des forces armées ukrainiennes. Et ce sont ces armes qui nous aident à contenir efficacement l'ennemi. En même temps, notre priorité reste la même. Ce sont les avions, les blindés lourds et les moyens de défense antiaérienne et antimissiles. Nous devons obtenir une supériorité au sol et fermer le ciel au-dessus de l'Ukraine. En tant que peuple pacifique, même dans cette situation d'agression militaire, nous pensons toujours à la paix. Nous pensons à la paix stable,
car nous n'avons pas besoin de ce qui ne nous appartient pas. Nous ne faisons que défendre ce qui est à nous. C'est pourquoi le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a proposé au monde la formule de paix composée de 10 points et qui ambitionne de mettre fin à cette guerre. Chers collègues, aidez-nous à réaliser et à créer une nouvelle structure puissante de sécurité européenne et mondiale, mais pas au prix des reculades et des compromis dont auront honte nos enfants et nos petits-enfants. Nous avons besoin de garanties de sécurité solide, dont l'entrée de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. De cette tribune du Sénat français, je voudrais appeler l'Europe et la communauté euro-atlantique à nous accepter rapidement et sans hésitation parmi ses membres. Nous accepter comme une famille accepte, reçoit un guerrier qui revient à la maison après une guerre terrible, un guerrier qui a gagné et qui a protégé sa famille, sa terre, notre avenir européen commun. Nous sommes profondément reconnaissants à la France de nous avoir octroyé le statut de candidat à devenir membre de l'Union européenne. Je rappellerai qu'en mars de l'année dernière, lors du sommet des leaders à Versailles, c'est la pression de la France qui a permis d'infléchir la situation. C'est produit 2 semaines après le dépôt de candidature de l'Ukraine. À l'époque, les leaders de l'UE ont adopté la décision de prendre l'Ukraine et de faire de l'Ukraine membre de l'UE, quel que soit le développement des événements. Comme a dit en son temps Honoré de Balzac, qui, comme vous savez, a trouvé son amour en Ukraine, pour atteindre un objectif, il faut tout d'abord y aller. Et nous y allons. En tant que chef du Parlement ukrainien, je puis vous assurer que nous allons de manière certaine vers notre objectif en travaillant de manière efficace sur l'adoption des décisions et des réformes nécessaires, des lois. Nous sommes parfaitement conscients que l'entrée dans l'Union européenne, ce n'est pas un processus simple. Le président de l'Ukraine, le Parlement, le gouvernement font preuve de manière constante de la tolérance zéro à l'égard de la corruption et se battent contre ce phénomène. Bien que durant les quelques dernières années, il y a eu des démissions et des arrestations des fonctionnaires peu scrupuleux. Aujourd'hui, nous recevons de l'Ukraine des signaux sur le fait que le front anticorruption continue son travail. Aujourd'hui, il y a des perquisitions auprès d'autres hauts fonctionnaires, anciens ex-fonctionnaires, aujourd'hui, car la société exige que chaque personne, chaque fonctionnaire qui n'a toujours pas compris que l'Ukraine est un pays européen qui professe la démocratie, eh bien, il doit emporter la responsabilité juridique. Cette attaque de masse contre la corruption en Ukraine se produit pour la première fois depuis 30 ans. Chers collègues, nous sommes intéressés à terminer le plus rapidement possible les 7 recommandations établies par la Commission européenne et entamer les pourparlers de notre entrée pleine entière dans l'Union européenne. Je suis persuadée que très rapidement, le résultat de notre travail commun sera évident. L'Ukraine peut et doit avoir le statut de membre à part entière au sein de l'Union européenne et cela doit être fait de manière dynamique et efficace. Nous comptons également sur le soutien de la France amicale pour hâter l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN dans le contexte du sommet de l'Alliance qui aura lieu le 11-12 juillet 2023. L'Ukraine ne peut pas rester en dehors du contexte euro-atlantique. Chers amis, il n'y a pas de mots assez forts pour vous transmettre la reconnaissance d'avoir accueilli en France plus de 100 000 citoyens ukrainiens. Ce sont les futurs citoyens de l'Union européenne. Je vous remercie de votre sollicitude pour nos enfants qui ont intégré vos écoles, de votre inquiétude pour les femmes
leur mère qui s'occupe de ces enfants et vous occupez d'elles comme de votre propre peuple. L'histoire a donné à nos peuples, à nos cultures, plus d'une chance de nous réunir. Cette chance a lieu également aujourd'hui. Comme j'ai déjà évoqué parmi nos amis, il y a un phénomène historique qui s'appelle l'Holodomor, la famine. Suite aux agissements criminels du gouvernement de Staline, des millions d'Ukrainiens ont péri. Et aujourd'hui, le signal de la part de la France, s'agissant de la reconnaissance du Holodomor comme génocide du peuple ukrainien, sera extrêmement important, car les événements de 1932-33 confirment l'intention du pouvoir de Staline de l'époque et de la Russie poutinienne aujourd'hui, au cours de l'histoire moderne, de détruire l'identité ukrainienne. Je voudrais appeler tous les présents à soutenir le projet de résolution de reconnaissance de la famine 32-33 en tant que génocide du peuple ukrainien, projet qui a été présenté par Madame la sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam, qui est présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et la présidente du groupe d'amitié France-Ukraine au Sénat, Madame Solorou. Monsieur le Président, en s'adressant l'été dernier aux Ukrainiens, depuis la tribune du Parlement ukrainien, vous avez dit à très juste titre que l'âme européenne et les idéaux sont réalisés aujourd'hui, incarnés aujourd'hui par le peuple ukrainien. Notre hymne national a une ligne importante. Nous donnerons notre âme et nos corps pour notre liberté et nous prouverons, frères, que nous sommes de la lignée cosaque. En effet, la liberté est notre idéal et la vie dans une grande et libre famille européenne. Mesdames et messieurs les sénateurs, nous atteindrons notre objectif. Sans aucun doute, nous gagnerons sans aucun doute quand la vérité est de notre côté. Et nous reconstruirons sans aucun doute l'Ukraine libre et indépendante. Nous n'avons pas le droit de perdre notre chance historique. Je vous remercie de votre attention. Gloire à l'Ukraine et vive la France. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais maintenant suspendre notre séance. Elle sera reprise à 15h15 précise. Pour les questions au gouvernement, je vais raccompagner maintenant notre hôte. La séance est suspendue.